Mon propre fils a tenté de me tuer avec des chocolats empoisonnés. J'ai sauvé ma vie sans le savoir en les donnant à ma belle-fille et mes petits-enfants. Quand Thomas m'appela pour savoir si je les avais mangés, je lui dis non, que je les avais offerts à Laura et aux enfants. Le silence fut assourdissant. Puis il hurla. « Tu as fait quoi ?» Je ne comprenais pas sa réaction. Je pensais qu'il était fâché que j'aie donné son cadeau. Quelle naïveté. Je m'appelle René. J'ai 69 ans. Pendant 40 ans, j'ai tout sacrifié pour mon fils Thomas. Ma jeunesse, mes rêves, mes économies. Je l'ai adopté à 2 ans après la mort de ses parents biologiques. Je lui ai donné mon nom, mon amour inconditionnel. Toute ma vie. Ce jour-là, le jour de mes 69 ans, tout changea. Cette boîte de chocolats artisanaux semblait être un beau cadeau. Les chocolats étaient exquis, coûteux, avec une carte « Au meilleur père du monde, avec amour, Thomas ». J'étais touché. Depuis qu'il avait épousé Laura, tout avait changé. Elle remplissait sa tête de poison contre moi. « Ton père est trop envahissant », disait-elle. Thomas s'éloigna peu à peu. Quand les chocolats arrivèrent, je pensais qu'il se souvenait enfin de son amour pour moi. Mais j'ai toujours pensé aux autres avant moi. « Ces chocolats sont trop bons pour moi seul », me dis-je. Je les apportais chez Thomas. Laura ouvrit avec son sourire faux habituel. Je lui expliquai que je voulais partager avec elle et les enfants. Je vis de la peur dans ses yeux. Elle ne m'invita pas à entrer et me dit que les enfants dormaient. Le lendemain, Thomas m'appela tôt. « Papa, comment étaient les chocolats ?»« Je les ai donnés à Laura et aux enfants, » répondis-je honnêtement. Le silence fut terrifiant. Puis il explosa. « Tu as fait quoi? Tu es fou !» Sa voix tremblait de panique pure. Il me demandait obsessivement si j'étais sûr de n'en avoir mangé aucun, si les enfants les avaient déjà mangés. Ces questions étaient aussi urgentes que je commençais à soupçonner quelque chose. Il raccrocha en criant que j'étais un idiot, que j'avais tout gâché. L'après-midi, Laura m'appela. « René, les enfants sont malades. Nous sommes à l'hôpital de Staten Island. » Mon sang se glaça. « Les médecins parlent d'intoxication alimentaire, » dit-elle. Les chocolats sentèrent bizarre. Cette nuit-là, les pièces du puzzle s'assemblèrent. La réaction de Thomas, son désespoir, son soulagement mêlé de panique. La vérité me frappa. Mon fils avait essayé de m'empoisonner. Les enfants se rétablirent, mais les médecins avaient trouvé des traces d'arsenic dans leur corps. De l'arsenic, ma terrible réalité. Laura me parla sans mépris pour la première fois. « René, ces chocolats étaient faits spécifiquement pour toi. » Thomas avait disparu. Je savais où le trouver, chez ma sœur Nathalie, qui le protégeait toujours. Quand j'arrivai, Nathalie ouvrit avec un regard coupable. Thomas apparut, le visage tiré, sans remords, seulement du ressentiment. « Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi voulais-tu me tuer ?»« Parce que tu es un fardeau, » dit-il froidement. « J'ai besoin de ton héritage, et tu ne meurs jamais, mon héritage, l'argent que j'avais économisé pendant 40 ans. » « Je ne savais pas que tu avais 200 000 $, continua-t-il. « J'en ai besoin maintenant, pas quand tu auras 90 ans. Tu es vieux. Que vas-tu faire de ta vie ?» Ces mots étaient des poignards. Nathalie essaya d'intervenir, mais il la fit taire. Elle a déjà vécu sa vie. Moi, j'ai une famille à soutenir. « Un avenir construit sur mon cadavre, » répondis-je. « Ne sois pas dramatique. Les chocolats avaient assez d'arsenic pour ressembler à une crise cardiaque naturelle. Personne n'aurait rien soupçonné. C'était un plan calculé, méticuleux, froid. « Pourquoi ton plan a échoué ?» demandai-je. « Parce que tu es trop stupide pour manger des chocolats que ton fils te donne. Il faut toujours que tu sois le martyr. » L'ironie, ma tendance à donner m'avait sauvé la vie. Le pire, c'est que maintenant, Laura sait tout. Les enfants ont failli mourir à cause de toi. Il me blâmait pour l'empoisonnement de ses propres enfants. Laura apparut dans l'embrasure. Elle avait tout entendu. « Thomas, comment as-tu pu mettre nos enfants en danger ?»« Le poison était pour lui, pas pour vous, » répondit-il froidement. « Mais tu savais que je partage toujours tout avec eux » hurla Laura. Il haussa les épaules. C'était un risque calculé. Je compris que le fils que j'avais élevé était mort. L'homme devant moi était un étranger dangereux. « C'est fini, » lui dis-je calmement. « Tout est fini entre nous. »
Il rit. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Dénoncer ton propre fils? Tu es trop faible. Pendant 40 ans, j'avais été trop faible. Mais quelque chose changea en moi. Tu as raison, j'ai été trop faible. Mais ça se termine aujourd'hui. Attends de voir ce qu'un homme faible peut faire quand il trouve sa force. Cette nuit-là, je pleurais pour le fils perdu, les années gaspillées, l'amour trahi. Surtout pour l'homme que j'avais été, naïf, aveugle. Quand les larmes cessèrent, je pris une décision. Cet homme faible mourait cette nuit. Stanley, mon avocat, m'appela. « René, ça va ?» Pour la première fois, je souris. « Je vais parfaitement bien, et j'ai du travail pour toi. » La transformation fut totale. Pendant que Thomas croyait m'avoir détruit, je construisais ma vengeance. Je déménageais dans un penthouse avec vue panoramique. L'agent immobilier fut surpris de voir un homme de 69 ans payé comptant. « C'est pour ma retraite, » dis-je. Il était temps de me faire plaisir. Je prenais ma retraite d'être père, d'être victime. Stanley devint mon allié. « René, ça va être brutal, » me dit-il. Stanley, il m'a sous-estimé pendant 40 ans. C'est mon tour de le surprendre. Nous sécurisâmes mon argent. Thomas ignorait les 3 autres comptes, les certificats de dépôt, les actions. Au total, près de 400 000 $, pas 200 000, dit Stanley. Mais l'argent n'était qu'un outil. La vraie arme était l'information. Stanley engagea Robert, un détective privé. Thomas avait des dettes de jeu, plus de 50 000 $ envers des usuriers. Il avait hypothéqué la maison, mis la voiture en gage, vidé les comptes des enfants. « Laura ne sait rien, » dit Robert. Thomas avait construit sa propre prison. Je n'avais qu'à pousser les barreaux. 3 semaines passèrent, sans signe de vie de ma part. Thomas pensait m'avoir vaincu. Mais je travaillais. Chaque jour, je coordonnais avec Stanley. Chaque nuit, je révisais les rapports. Chaque aube, je planifiais. « Nous avons des preuves, » dit Stanley. Les analyses médicales, le témoignage de Laura, les enregistrements. J'avais enregistré toute la conversation chez Nathalie. Un processus criminel sera long. Il y aura un scandale public. Es-tu prêt? Après 40 ans dans l'ombre, j'étais prêt à montrer au monde qui était Thomas. Je travaillais aussi sur moi. Yolanda, ma styliste, transforma mon image. Adieu aux vieux vêtements, aux cheveux gris. Bonjour à l'homme de pouvoir. J'engageai une psychologue. René, tu es un survivant, un guerrier. Les séances furent révélatrices. J'avais confondu amour et soumission, gentillesse et permissivité. J'avais élevé un monstre par peur d'être un mauvais père. Le véritable amour inclut des conséquences, m'expliqua-t-elle. Sinon, c'est de la complicité. Pendant 40 ans, j'avais été complice, mais plus maintenant. Le nouveau René était une force de la nature sur le point de se déchaîner. 1 mois après la confrontation, je fis ma première apparition publique à la galerie d'art la plus exclusive de la ville. Je m'habillais d'un costume noir de créateur, de bijoux coûteux. Quand j'arrivai en taxi de luxe, les photographes se tournèrent instinctivement. Ils ne me reconnurent pas, mais savaient que j'étais quelqu'un d'important. Je traversais la galerie avec une coupe de champagne, conversant avec des collectionneurs. Pour la première fois en décennies, je me sentais dans mon élément, élégant, sophistiqué, puissant. Puis je le vis. Thomas, accompagné de Laura, essayait d'impressionner un homme d'affaires. Nos yeux se croisèrent. Le choc sur son visage. L'homme vaincu qu'il avait laissé en pleurs était devenu cette version sophistiquée. Je m'approchai lentement, savourant chaque pas. « Bonjour Thomas, quelle surprise de te croiser ici. » Son visage était pâle. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Pour la première fois, ma présence l'intimidait. Je profite de ma retraite. J'ai décidé de me faire plaisir. « Retraite ?» demanda l'homme d'affaires. « De quoi ? D'être trop généreux ?» répondis-je, sans quitter Thomas des yeux. Il arrive un moment où il faut arrêter de donner et commencer à réclamer son dû. Le mot flotta comme une promesse de tempête. Thomas savait que la chasse avait commencé. Les jours suivants furent d'une tension exquise. Il m'appelait obsessivement. Je ne répondais pas. Stanley déposa une plainte civile pour tentative de meurtre. « Ce procès va être un scandale, » me dit-il. « Parfait. Je veux que le monde sache qui est Thomas. »
Mais l'apéritif n'était rien. Le plat principal était l'enquête de Robert sur les activités illégales. Fraude, détournement, évasion fiscale. J'invitai Laura à déjeuner. Quand elle arriva, je vis sa surprise devant ma transformation. Laura, je sais tout. Les paris, les usuriers, l'hypothèque secrète. Son visage s'effondra. Comment? J'ai engagé des enquêteurs. J'ai décidé d'arrêter d'être la victime. Je lui tendis le dossier. Elle examina les preuves avec des larmes. Je ne savais rien. Tu n'es responsable de rien. Mais j'ai besoin de ton témoignage. Sur les chocolats, sa confession, tout. Bien sûr, dit-elle sans hésiter. Thomas arriva au restaurant. Il l'avait suivi. Quand il nous vit avec les documents, son visage devint un masque de panique. « Qu'est-ce que vous faites ? Nous parlons de tes dettes, de tes mensonges, de comment tu as volé ta famille. Laura, n'écoute pas ce vieux fou. Je sais tout maintenant, dit Laura avec une force nouvelle. Je sais que tu as menti pendant des mois, et je sais que tu as essayé de tuer ton père. Elle cria les derniers mots. Tout le restaurant se tourna. Plus de mensonges. Je vais protéger nos enfants. Mes avocates te contacteront. Elle partit. Thomas resta, tremblant. C'est de ta faute. Tu as ruiné mon mariage. Je n'ai rien détruit. J'ai mis la vérité en lumière. Je me levai. Et ce n'est que le début. La première interview fut avec le programme le plus regardé de la ville. J'arrivai impeccablement habillé, avec la confiance d'un homme qui avait trouvé son pouvoir. Je racontais tout calmement. Les chocolats, la réaction paniquée, l'empoisonnement des enfants, la confession froide. Comment un père se sent-il quand son fils veut le tuer? Il se sent libre, libre d'une illusion de 40 ans, libre d'arrêter de protéger quelqu'un qui ne l'a jamais protégé. L'interview devint virale. Des centaines de personnes m'écrivirent leurs histoires. Mais le plus satisfaisant fut le scandale sur Thomas. Ses collègues le reconnaissaient, ses voisins le regardaient avec mépris, ses amis prenaient leur distance. Le processus juridique avança comme une avalanche. Stanley déposa tous les procès simultanément. Thomas se réveilla ruiné, compte gelé, salaire saisi, défenseur public. Son patron le licencia. 20 ans d'entreprise, éliminé par un scandale. Les usuriers accélérèrent leur recouvrement. Un soir, Laura m'appela en pleurs. Des hommes armés sont venus. Thomas s'est enfui par la porte de derrière, nous laissant seuls. Lâche jusqu'au bout. Va chez ta mère ce soir. Demain, nous réglons ça. Le lendemain, j'arrivai avec Stanley et 2 gardes du corps. Les usuriers inspectèrent la propriété. Je suis son père. J'ai une proposition. Je sortis un chèque. 50 000 $. Prenez-le et oubliez-le. Pourquoi feriez-vous ça pour lui? Je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour ma belle-fille et mes petits-enfants. Marché conclu. Laura sortit en larmes. Je ne peux pas accepter. Je ne paie pas pour lui. Et ce n'est pas gratuit. Je lui tendis les documents. La maison est à ton nom maintenant. Thomas n'a plus aucun droit. Tu me rembourseras en petites mensualités sur 20 ans. Accord parfait. Laura protégée, enfants en sécurité, Thomas sans ressources. L'après-midi, Thomas m'appela, désespéré. J'ai besoin d'aide, les usuriers vont me tuer. J'ai déjà payé tes dettes. Soupir de soulagement. Merci, papa. Mais je l'ai fait pour Laura et les enfants. Et tu n'as plus de maison. Je l'ai transférée à ta femme. Silence absolu. La maison n'est plus à toi. Tu n'as plus rien. Je raccrochais. Le procès commença 6 mois après la tentative d'empoisonnement. Les médias couvrirent chaque détail. Je témoignais avec sérénité. Comment vous êtes-vous senti en découvrant que votre fils avait planifié votre mort? Libéré de 40 ans de manipulation, de donner un amour inconditionnel à quelqu'un incapable de le rendre. Thomas avait l'air détruit. Les témoignages de Laura, des médecins, des spécialistes construisaient un dossier irréfutable. Il tenta une dernière manipulation. J'aimais mon père. C'est un malentendu. Mais l'enregistrement de sa confession le trahit. Le jury délibéra 2 heures. Coupable de tentative de meurtre, mise en danger de mineurs, escroquerie. 12 ans de prison, 8 minimum. Je ne ressentis pas de triomphe. Je ressentis la paix, la justice. « Papa, tu ne peux pas m'abandonner !» cria-t-il alors qu'on l'emmenait.
Je restais immobile, serein. Les procès civils furent rapidement résolus. Laura obtint le divorce et la garde complète. Thomas perdit tous ses droits parentaux. Mes petits-enfants étaient enfin protégés. 2 ans plus tard, ma vie avait trouvé un équilibre impossible. J'avais créé une fiducie pour les enfants et une fondation pour les personnes âgées, victimes d'abus familial. Les enfants visitaient chaque week-end. Un après-midi à Central Park, je vis un homme âgé seul, l'air perdu. Je m'approchai. Cette conversation devint le germe de quelque chose de plus grand. Des réunions hebdomadaires pour hommes âgés. Nous l'appelâmes le cercle de la force. Stanley m'aida à formaliser la Fondation René pour la dignité des personnes âgées. Refuge temporaire, assistance juridique gratuite. Les médias m'appelèrent. Je devins une voix pour les victimes. 3 ans après l'empoisonnement, je reçus une lettre de prison. Thomas. Cher papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai réfléchi. Excuses apparentes, promesses de changement, mais le ton révélait la manipulation subtile. Le psychologue dit que j'ai des problèmes d'abandon. Même en prison, il blâmait les autres. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de ton pardon pour guérir. Toujours ces besoins. Jamais ce que je méritais. Je montrai la lettre à ma psychologue. Après 3 ans, il ne comprend toujours pas vraiment. Vas-tu répondre? Je réfléchis longuement. Le père en moi ressentait l'obligation. Mais le nouvel homme savait que ma guérison ne dépendait pas de lui. J'écrivis « Thomas, mon processus de guérison n'exige pas de te voir ou de te pardonner. Le pardon est pour celui qui pardonne, pas celui qui le demande. J'ai construit une vie épanouissante sans toi. Ton absence n'est pas un vide. C'est un espace rempli de tranquillité. Mon chemin n'inclut plus d'essayer de te sauver des conséquences de tes décisions. » Je signais « René, papa ». Ce titre avait été révoqué. J'envoyai la lettre et ressentis une libération profonde. Le dernier chapitre était définitivement fermé. 5 ans après la sentence, ma vie avait atteint une plénitude impossible. La fondation avait grandi. 3 États, 20 professionnels, 500 personnes aidées. Un matin, Stanley m'appela. « René, Thomas demande une libération conditionnelle. 5 ans purgés, bonne conduite invoquée. » Mon cœur s'accéléra brièvement. Mais l'anxiété ne dura que secondes. Je n'étais plus l'homme vulnérable. Qu'est-ce que cela signifie? Une audience. Le juge entendra des témoignages, pour et contre. Tu as le droit de témoigner. Je décidai d'affronter Thomas une dernière fois, d'une position de pouvoir absolu. J'arrivai au tribunal avec Laura, maintenant psychologue diplômée et directrice adjointe de ma fondation. Nous projetions l'image de notre succès. Quand Thomas entra, son apparence me frappa. 5 ans de prison l'avaient prématurément vieilli. Cheveux gris, rides profondes, posture voûtée. Son avocat plaida « Remords sincères, programme de réhabilitation, excellente conduite. » Quand vint mon tour, je me levai avec sérénité. Votre honneur, pendant 5 ans, j'ai observé les conséquences de ses actions. Ses enfants ont prospéré libérés de son influence toxique. J'ai construit une fondation qui a aidé 500 victimes d'abus familial. Chaque histoire me rappelle pourquoi les actions doivent avoir des conséquences durables. Je regardais Thomas directement. Il n'a pas seulement tenté de m'assassiner, il a mis en danger ses propres enfants. Il a volé sa famille. Sa libération enverrait un message dangereux, que le repentir après capture peut effacer la gravité de tenter de tuer son père. Thomas parla, voix brisée. « Papa, j'ai changé, j'ai compris les dommages. 5 ans de réflexion. Mots, répétés, calculés, sans pouvoir sur moi. Thomas, tu as perdu le droit de m'appeler père le jour où tu as décidé de devenir mon assassin. 5 ans n'effacent pas 40 ans de manipulation. » Le témoignage de Laura fut dévastateur. Psychologue professionnelle, elle expliqua les modèles narcissiques observés pendant des années. Les enfants ont prospéré sans lui. Stabilité émotionnelle, sécurité, confiance. Sa libération serait un recul psychologique. Après 2 heures, le juge annonça « Demande refusée. L'accusé purgera sa peine complète. Nature préméditée des crimes, comportement manipulateur, manque de remords sincères, libération inappropriée. » Thomas a fait ça.
5 ans de bonne conduite insuffisants. 7 ans de plus avant la prochaine éligibilité. Quand nous quittâmes le tribunal, je ressentis une satisfaction tranquille. Pas un triomphe vengeur. La confirmation que la justice avait prévalu. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai définitivement fermé le chapitre le plus sombre de ma vie. Thomas restera en prison 7 ans de plus, mais je ne vis plus dans la prison émotionnelle qu'il avait construite. Je suis libre, je suis puissant, je suis entier. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour qui avait changé mon destin pour toujours. Maintenant, à 79 ans, je contemplais ma vie avec une satisfaction profonde que je n'aurais jamais cru possible. La Fondation René était devenue une institution nationale reconnue avec des refuges dans 8 villes et un programme d'assistance juridique qui avait aidé plus de 2000 personnes. Mes petits-enfants, maintenant adolescents, me rendaient visite chaque week-end. Anne avait 16 ans et avait décidé d'étudier le droit, inspirée par notre histoire familiale. « Grand-père, me dit-elle lors d'une de nos conversations, je veux être comme toi. Je veux défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. » Son frère cadet, Charles, qui avait 14 ans, montrait une maturité émotionnelle extraordinaire pour son âge. Laura était devenue une psychologue reconnue au niveau national, spécialisée dans les traumatismes familiaux et l'abus des personnes âgées. Nous avions écrit un livre ensemble, intitulé « Il n'est jamais trop tard ». Trouver sa force après 70 ans, qui était devenu un best-seller et avait été traduit en plusieurs langues. Un matin de printemps, alors que je passais en revue la correspondance dans le bureau de ma fondation, je reçus un appel qui me transporta dans le passé. C'était le directeur de la prison où Thomas purgeait sa peine. « Monsieur René, » me dit-il d'une voix grave, « je dois vous informer que votre fils est décédé la nuit dernière. » La nouvelle me toucha, mais pas comme je l'aurais attendu. Je ne ressentis ni douleur paternelle, ni perte dévastatrice. Je ressentis un mélange étrange de tristesse pour ce qui aurait pu être et de soulagement pour la fermeture définitive de ce chapitre. « Que s'est-il passé ?» demandai-je avec un calme professionnel. « C'était une crise cardiaque soudaine, » expliqua le directeur. « Les médecins disent qu'il avait développé de graves problèmes cardiaques, probablement liés au stress et à la dépression. Il est mort dans son sommeil, sans douleur. » L'ironie était absolue. Il avait planifié ma mort par crise cardiaque avec des chocolats empoisonnés et il était finalement mort d'une véritable crise cardiaque. « Il a laissé une lettre adressée à vous, » continua le directeur. « Il souhaite que nous vous l'envoyions. » Après un moment de réflexion, j'acceptai de la recevoir. J'avais besoin de connaître ces derniers mots, non par nostalgie, mais pour fermer complètement ce cycle de ma vie. La lettre arriva 2 jours plus tard. Je l'ouvris avec des mains fermes, sans tremblement, ni anxiété. « Cher papa », commençait-elle d'une écriture tremblante, « j'écris ceci en sachant que je mourrai probablement dans cette prison. Pendant 10 ans, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait, au monstre que je suis devenu. Je comprends maintenant qu'il n'y a pas de pardon possible pour avoir tenté d'assassiner l'homme qui m'a tout donné. Je ne cherche ni ta compassion, ni ton absolution. Je veux juste que tu saches que ma dernière pensée consciente était de regret sincère d'avoir échoué si profondément envers toi. J'ai suivi ton travail avec la fondation d'ici. Les autres détenus me montrent des articles de journaux sur tes réussites. Cela me remplit d'un mélange étrange de fierté et de honte. Fierté parce que tu es extraordinaire. Honte parce que j'ai failli détruire quelqu'un d'aussi précieux. Je meurs en sachant que le monde est un meilleur endroit parce que tu as survécu et prospéré. J'espère que ma mort t'apportera la paix finale que tu mérites. Avec amour et remords éternels. Thomas. Après avoir lu la lettre, je la rangeai dans mon bureau. Je ne ressentis pas le besoin de pleurer ou de pardonner à titre posthume. Je ressentis simplement qu'un livre très long et douloureux avait finalement atteint sa dernière page. Les funérailles furent une petite cérémonie privée. Laura, les enfants, Stanley et moi y assistâmes. Il n'y eut pas de discours émotionnel ou nostalgique. Ce fut un adieu sobre à quelqu'un qui avait choisi le chemin de la destruction et qui en avait payé toutes les conséquences. Anne, avec la sagesse de ses 16 ans, s'approcha de moi après le service. « Grand-père, me dit-elle, es-tu triste ?»« Je suis en paix, répondis-je. »
Parfois, la tristesse la plus profonde est pour ce qui n'a jamais été, pas pour ce qui a été perdu. Cette nuit-là, dans la solitude de mon appartement, j'écrivis l'entrée finale sur Thomas dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai enterré le fils que j'ai adopté il y a 47 ans. Mais le fils que j'aimais vraiment est mort il y a 10 ans, le jour où il a décidé de devenir mon assassin. Aujourd'hui, je n'ai enterré que les restes de cette décision. Les mois suivants furent d'une productivité extraordinaire. Sans l'ombre menaçante de Thomas, sans la possibilité de futures audiences juridiques ou de confrontations, je me consacrai complètement à l'expansion du travail de la Fondation. Nous établîmes un programme de bourses universitaires pour les personnes âgées qui voulaient reprendre leurs études après avoir échappé à des situations abusives. Nous créâmes également un centre de recherche sur l'abus des personnes âgées dirigé par Laura. Le jour de mes 80 ans, nous organisâmes un gala de bienfaisance pour la Fondation. L'événement réunit des politiciens, des hommes d'affaires, des universitaires et surtout des centaines de personnes dont la vie avait été transformée par nos programmes. Pendant mon discours ce soir-là, je réfléchis à la leçon centrale de mon expérience. J'ai appris que la gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est de la négligence envers soi-même. J'ai appris que l'amour inconditionnel doit inclure l'amour de soi. J'ai appris que parfois, pour se sauver, il faut être prêt à décevoir ceux qui attendent de vous que vous vous sacrifiez sans fin. Mon histoire a commencé comme une tragédie, continuai-je, la tentative d'assassinat par mon propre fils. Mais elle s'est transformée en une histoire de renaissance, de découverte, de but. Parce que j'ai choisi de ne pas rester dans le rôle de la victime, mais de transformer ma douleur en pouvoir pour aider les autres. Quand je terminai mon discours, les 2000 personnes présentes se levèrent dans une ovation qui dura 5 minutes. Cette nuit-là, de retour chez moi, je m'assis sur ma terrasse pour contempler la ville. 10 ans auparavant, j'avais été un homme de 70 ans, vulnérable, manipulé, presque assassiné. Maintenant, j'étais un homme de 80 ans, puissant, respecté, avec un héritage qui durerait des générations. La vengeance la plus parfaite s'était avérée être la construction d'une vie extraordinaire. Thomas avait voulu m'éliminer pour voler mon argent, mais il avait réussi à éveiller mon véritable potentiel. Il avait voulu me faire taire pour toujours, mais il avait amplifié ma voix jusqu'à ce qu'elle devienne un chœur de personnes autonomisées. J'écrivis dans mon journal cette nuit-là. Je ne regrette pas de l'avoir adopté. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne devrait jamais être pratiquée au prix de l'autodestruction. Mon fils a voulu me tuer, mais au lieu de me détruire, il m'a libéré pour devenir celui que j'étais toujours destiné à être. L'histoire s'était terminée, mais l'héritage ne faisait que commencer. Chaque personne qui trouvait sa force grâce à nos programmes était une victoire contre la mentalité qui avait créé Thomas. Chaque limite fixée, chaque non ferme prononcé, chaque acte d'amour de soi était une révolution silencieuse contre la culture qui enseigne aux gens à tout donner sans rien recevoir. Il m'avait fallu 70 ans pour trouver mon pouvoir, mais j'avais utilisé chaque jour des 10 dernières années pour m'assurer que d'autres n'auraient pas à attendre aussi longtemps. C'était mon véritable héritage. Pas l'argent, mais la sagesse. Pas la propriété, mais le but. Pas la vengeance, mais la victoire par la transformation. Le cercle s'était fermé parfaitement, et j'étais en paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé, et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.